voici de retour pour cette deuxième partie. Merci pour ceux qui sont encore connectés. Nous allons enchaîner une bonne fois avec les deux dernières questions. Restez connectés. Je pense on va lier les deux dernières questions là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. On va lier les questions. C'est de savoir comment ça s'est passé avec la belle famille. Comment s'est passé les rapports avec les différentes belles familles. Et on va ajouter la question 4. Et comment se passe l'éducation de vos enfants? Des cultures différentes. Est-ce que est-ce qu'il y a une éducation voilà, qui prime sur l'autre? Comment ça se passe? Donc, première partie, comment s'est passé avec les belles familles? Ensuite, comment se passe l'éducation des enfants? Donc, on repasse la parole au couple Giraud. Je veux ajouter un petit, enfin, dans la question, mais surtout que ça, à Jean-Marc, comme Pasteur Isaga n'a pas encore fait la coutume, je voulais savoir, enfin, par rapport à ce qu'il a dit, comment ça s'est passé avec les parents, et aussi, surtout que tu as épousé une fille Fan. On sait que chez les Fans, ils sont très traditionnalistes. Déjà, bon, moi j'ai épousé une femme, et je sais que là-bas, chez les Fans, il y a aussi le fait que il faut toujours offrir des présents au beau-père, je crois que c'est ça, on dit tout comme ça. Il faut donner de l'argent, il faut donner. Donc, est-ce que tu peux joindre ça? Comment, si tu as vécu ça, dans la question, comment ça s'est passé avec les beaux-parents? Comment tu as géré cette partie? S'il y a eu ça, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis, joindre aussi au fait que, par exemple, les Africains, il y a le fait qu'il faut souvent aider la famille. Ça veut dire que si tu es en Europe, il faut de temps en temps envoyer l'argent au pays. Comment vous avez géré ça? Je crois que Betty et son mari aussi peuvent en parler par rapport à comment vous avez géré avec les beaux-parents. Donc, il y a ça. Je ne sais pas si vous pouvez aussi nous dire quelque chose par rapport à ça, suite à la question de Karel. Donc, comme il a dit, Jennifer et Jean-Marc. Pour répondre, je vais commencer par répondre du coup à la question de Lee Junior. Donc moi, il faut savoir que mes parents, moi j'avais un peu voyagé quand même avant qu'on se marie, mais mes parents c'était vraiment pas trop le cas. Mon père, par exemple, il suffisait limite qu'on passe la frontière pour aller en Espagne pour acheter des cigarettes à ma sœur et passer 10 kilomètres en Espagne, ça y est, il fallait faire demi-tour parce qu'il se sentait mal à l'aise, il n'était plus en France, ça y est, ça le dérangeait. Donc, c'est vrai que quand il a fallu que j'annonce à mes parents qu'on allait se marier à la coutume au Gabon et qu'il allait falloir qu'ils nous accompagnent, c'est vrai qu'ils ont eu un petit moment de oula, où est-ce qu'on va? C'est où déjà le Gabon? Où est-ce qu'on va atterrir? Attends, je te laisse un petit peu. Et finalement, c'est vrai que ils ont fait un petit peu comme moi, c'est-à-dire que ils ont fait un peu ce saut dans l'inconnu, avec un peu aussi leurs a priori, leur culture. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux parce que moi, c'est un choix que j'ai fait. Quand je décide d'épouser une femme gabonaise avec sa culture, j'ai eu aussi du mal avec la dot et tout, mais quelque part. C'était ton choix. C'était mon choix. On aurait pu aussi me dire, si t'es pas content, tu ne l'épouses pas et puis c'était terminé. Mes parents, ils n'avaient pas ce choix-là. Mes parents, j'arrive, je leur explique, voilà, on va se marier, il y a la dot et il faut que vous veniez au Gabon. Donc, ça a été un peu compliqué au début. C'était même très très compliqué aussi parce qu'il a fallu préparer le mariage coutumier et d'un côté on avait la famille de Jennifer qui insistait aussi pour que le mariage coutumier se fasse de la manière à la fan, quoi, on va dire. Et de l'autre côté, mes parents et moi qui freinions un petit peu des quatre fers pour dire ouais, mais enfin, non, nous, on n'est pas trop d'accord. Donc là aussi, c'était vraiment une grosse friction culturelle, quoi. Et Jennifer, qui était un petit peu entre les deux, a essayé de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Après, ma famille a été assez indulgente sur le fait qu'on avait des billets à acheter, il fallait quitter la France pour aller au Gabon pour faire la cérémonie. Et je pense qu'on a vraiment fait que l'essentiel. Hein. C'est ça, parce que c'est vrai qu'à un moment, moi, mes parents, au début, ils ont dit, si c'est
si la dot est trop importante, eh ben, au final, tant pis, on te la donnera et puis nous, on viendra pas parce qu'on n'aura tout simplement pas les moyens de se payer un billet d'avion pour venir au Gabon. Et donc, finalement, après, ça a été de la négociation aussi un petit peu, mais on a fini par s'accorder. Après, je pense que j'ai aussi eu une certaine forme de chance due au fait que je n'étais pas gabonais et que j'étais pas du tout, même pas africain, et que du coup, la culture de la dot était totalement étranger pour moi. Donc, la famille de Jennifer l'a bien compris. C'est pour ça que je pense aussi à Ali Junior qui se marie à une femme, mais qui n'a pas mon excuse, puisque lui, il n'est pas européen ou français pour dire qu'il connaît pas du tout ça. Donc, ça a peut-être été un peu plus compliqué pour lui que ça l'a été pour moi. Mais c'est vrai que moi, ils ont été très compréhensifs parce qu'ils ont dit, ils viennent de loin, ils prennent l'avion, ils viennent d'un autre continent, ils connaissent pas. Donc, à un moment donné, voilà, va falloir s'accorder un petit peu. Donc, oui, ça a été, là aussi, ça a été un saut dans le vide pour mes parents. Et puis finalement, aujourd'hui, mes parents, comme je disais, mon père qui était mal à l'aise dès qu'il faisait 10 km au-delà de la frontière française, aujourd'hui, il parle de repartir au Gabon. Il rêve que d'une chose, c'est de repartir au Gabon pour retrouver les gens qu'il a rencontrés là-bas, que mes parents ont rencontrés. Il s'est lié d'amitié avec Linda Fabé, voilà. Et du coup, voilà, la première chose, ils veulent pas aller ailleurs dans d'autres pays. Hein. Là, le seul pays où ils veulent sortir hors de la France, c'est le Gabon. Ils veulent y retourner, et à chaque fois qu'on parle de retourner au Gabon, ils essayent de savoir quand est-ce qu'on peut le faire, et puis voilà, quoi. Donc il y avait cette question-là. Je crois qu'il y en avait une autre, mais je l'ai un peu oubliée. La belle famille. Oui, la belle famille, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as été soumis au fait qu'il fallait apporter à chaque fois des présents, envoyer l'argent au pays, parce que voilà. Ah oui. Nous, c'est pas vraiment aussi normalisé que ça. Au départ, on a eu l'avantage que je travaillais pas. Donc, personne ne pouvait demander de l'argent, parce que de toute façon, moi, je travaillais pas au départ. Et puis, au fur et à mesure, je pense que c'est des demandes ponctuelles, en fait. On aide quand on le sent, parce que non seulement c'est pas dans sa culture, ici, on donne pas l'argent. Non, c'est plutôt l'inverse. Hein. On donne pas l'argent comme ça. Alors, les parents peuvent donner l'argent aux enfants, mais... L'inverse, je dirais que c'est même plutôt mal vu. C'est-à-dire que les parents se sentiraient rabaissés. Moi, mes parents, en tout cas, ils auraient plutôt du mal à ce qu'on leur donne de l'argent. Non, pas forcément des parents, mais on voit de l'argent à la famille. Après, parfois, il y a des cotisations à faire. On sait comment ça se passe, hein, les mariages. Il faut cotiser, la sœur qui se marie. Ça, tout naturellement, on en discute et on le fait. Après, c'est vrai que en France, en particulier, l'argent, ça reste quelque chose qui est assez tabou. Et du coup, quand on veut, en France, si on va vers quelqu'un en lui disant on va te donner de l'argent, ça va quand c'est les parents qui donnent aux enfants à la limite, mais quand c'est pas cette relation de père de père et mère, quelqu'un pour lui donner de l'argent, la personne peut se sentir un petit peu humiliée pour se dire tu viens me voir et tu fais l'aumône, en fait, je suis pas un mendiant, j'ai pas besoin de ton argent. Même une personne qui va être vraiment dans la difficulté va avoir beaucoup de mal et va pas forcément apprécier qu'on vienne et qu'on lui dise tiens, on veut donner de l'argent, ou alors il faut vraiment que ça soit dans un cadre très précis. La personne a un projet et elle le demande, elle dit voilà, j'ai un projet, j'ai besoin d'argent et tout. Là, oui, à la limite, ça peut se faire, mais si on va voir quelqu'un pour lui dire on voit que tu es dans la difficulté et on veut te donner de l'argent, on peut avoir des réactions qui peuvent être tout ou l'inverse. Là, vous voyez, on rentre encore bien dans le culturel. Hein. Vraiment, chaque culture est différente, mais après. Quand il faut le faire, on le fait. Oui, voilà, mais bien sûr, hein, on le fait, mais là aussi, c'est. Mais c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Disons que c'est pas systématique. Et c'est pas à chaque fois que les gens demandent qu'on le fait. C'est vraiment après discussion et accord mutuel. Déjà, voilà, en général, c'est Jennifer qui vient me voir parce que c'est elle moi qui reçoit les informations. Voilà. Et qui me dit voilà, il y a telle situation, est-ce qu'on peut envoyer un petit peu? En général, on le fait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça va pas être quelque chose. On va pas, par exemple, avoir tous les mois de l'argent qui part. Non, c'est pas du tout ça. Non seulement, comme je disais, moi dans notre culture en France, c'est pas trop. Ça se fait pas. Enfin, la personne qui reçoit a peut-être un peu du mal à recevoir, mais en même temps, la personne qui donne a aussi du mal à donner. C'est-à-dire que on va avoir du mal. Si par exemple, moi, je me mets à donner
tous les mois de l'argent pour… On va pas forcément s'en sortir. Déjà, mais même sans parler de ça, si par exemple ça se sait, on prend un exemple où ça se sait, ma famille va me dire en fait tu fais la vache à lait pour des gens que tu vois jamais. En fait, déjà même cette image-là aussi va apparaître dans la culture aussi. Donner de l'argent, recevoir de l'argent, c'est quand même quelque chose qui est très très tabou en France, qui est très compliqué. C'est pas culturel. C'est en général l'argent, il est chacun à soi, et même par exemple simplement parler de l'argent qu'on a, qu'on gagne ou qu'on donne, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément trop envie de savoir ou de donner comme information aux autres gens. Bien, tu te calmes. Non, ben voilà, on a répondu à la question. Hein. Celle de l'éducation de l'enfant. Déjà, vous avez un enfant, comment ça se passe? L'éducation de l'enfant, après, notre base d'éducation pour nos enfants, c'est ce que dit la Bible. Hein. Je pense que on n'est pas vraiment dans la culture. Après, moi, je lui apporte ce qu'il y a dans ma culture. J'essaie de lui parler franc. Je suis contente quand il dit quelques mots. Jean-Marc, je sais pas. Enfin, on a. Après, c'est différent parce que moi, la culture française avec des comptines françaises. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt important de lui apporter la culture gabonaise parce qu'il ne vit pas dedans. Ça serait l'inverse, à la limite, on vivrait au Gabon, je ferais vraiment des efforts pour qu'il découvre des choses françaises. Mais après, moi je dirais que c'est pas dicté, c'est pas catégorique, c'est vraiment comment moi je vis. Je lui apporte qui je suis en fait, tout simplement. Je lui apporte, lui le petit, qui je suis et au quotidien, on calque notre éducation selon ce que dit la parole de Dieu, hein, tout simplement. Hein. C'est ça, tout déjà, c'est une chose qu'on a en commun, quelles que soient les cultures. C'est ça. On a cette même culture commune de la parole de Dieu. Donc, et ça, qu'on soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, on lit la Bible et on reconnaît ses enseignements, donc on essaye de les appliquer au cercle familial. Et puis voilà, après, c'est vrai qu'on ne cherche pas à éduquer notre enfant à la gabonaise ou à la française, ou même pas forcément un mix des deux. En fait, c'est simplement nous, voilà. On l'éduque comme nous, on le ressent. Alors après, évidemment, ça transparaît parce que nous, on a notre vécu, on a notre culture aussi. Donc forcément, il reçoit cette culture-là, mais sans forcément que ça soit codifié, en fait. Sans forcément que ce soit décidé que, OK, ça c'est gabonais, c'est un peu de gabonais, un peu de français, tout, non, même pas si réfléchir. Après, on a souvent tendance à dire que l'éducation française est laxiste, dans le sens où les enfants font ce qu'ils veulent, les enfants sont les chefs, les parents subissent, mais que ce soit même toi et tes parents, ça n'a pas été ça. Donc c'est très général, c'est très généralisé de dire ça. Cliché, hein. Et chez nous, ici, Liam… Bon, maintenant, il commence à dire non, mais il participe, tu l'envoies jeter sa couche, il va jeter sa couche, s'il ne veut pas, tu hausses un peu le ton. Comme au Gabon, comme partout où les gens ont une petite éducation, quoi. Il y a des gens qui sont laxistes en France, c'est pas notre cas, de même qu'il doit y en avoir aussi qui sont laxistes au Gabon. Enfin, après, c'est différent en fonction des couples, mais c'est vrai que nous, on n'est pas trop dans cet état d'esprit-là, donc… Après, là, on a parlé de la circoncision au début. Je pense que ça rentre aussi dans l'éducation, le cheminement qu'on veut donner à l'enfant. Lui, par exemple, on n'a pas fait sa circoncision. Je pense que lui, pareil, il verra avec les enfants qu'il aura dans un avenir très longtemps. Il fera comme il aura décidé avec son épouse. Mais c'est comme avec la dot. Par exemple, dans notre cas, c'est un garçon, mais si on a une fille… S'il veut épouser une gabonaise, on va les noter. C'est lui qui choisira. S'il veut épouser une gabonaise, j'essaierai de faire en sorte de diminuer la dot. Si j'ai une fille et qu'elle veut épouser un gabonais, je lui imposerai la dot, peut-être.
Non, Voilà. non, mais c'est sûr que ça se fera plutôt, je pense, déjà même un peu comme dans notre couple, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient vraiment de la culture de l'autre et que ça nous paraît peut-être un peu bizarre ou différent ou quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, et ben on en discute et c'est pareil pour l'éducation. Il y a des choses qu'on est prêt à accepter, il y a des compromis à faire. Il y a des choses qui, moi, vont peut-être me paraître surprenants et que je vais dire, bah ouais, mais ça vient d'où? Pourquoi? Quelles sont les raisons, les motivations? Et après, c'est un échange. Et puis, ce qu'on applique pour notre couple, eh ben, on l'applique aussi pour notre famille. C'est-à-dire que dès qu'il y a besoin de réfléchir sur quelque chose, eh ben, on communique, on essaye de comprendre et on applique ou on n'applique pas en fonction de l'issue de la conversation. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la foulée, on va passer la parole à monsieur et madame Diallo. Donc, on rappelle les questions. C'était de savoir comment ça se passe au niveau de la belle famille, comment ça se passe, également au niveau de l'éducation de vos enfants. Monsieur et madame Diallo, à vous. Non, c'est moi d'abord qui parle. Okay, Déjà, j'aimerais quand même mettre le contexte, c'est que il a un passif musulman et donc c'est le seul musulman de toute sa famille. Donc non, le seul chrétien, pardon, de toute sa famille. Et donc parce il est Peul et donc les Peuls sont très 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 conservateurs. Et donc sur ce côté-là, il badine pas, en fait. Il badine pas. Et donc du coup, quand on se marie d'ailleurs, il y a personne de sa famille qui ne vient. Et même ça, déjà même dans un premier temps, pour parler un peu du rapport avec la belle famille, moi, mon père, quand il entend que je me marie avec un Sénégalais, il me dit, quoi? Tu te maries avec un Diallo? Quoi? Les Maliens de nos coins de rue là? Tu te maries avec lui? Il va t'emmener où? Et puis tu es sûr que il va t'emmener une coépouse sénégalaise, tout ça. Tout ça, j'avais quel âge? J'avais 22 ans. Et donc, tu te retrouves en face de ton père, tu dois pouvoir lui dire, non, papa, je suis sûre de moi, qu'il ne m'emmènera pas une coépouse, que ça va bien se passer, qu'il ne me fera pas changer euh, 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 ma foi, même si lui-même il n'est pas encore croyant, il va être croyant. Du coup, ben, déjà, on rentre avec ça. Et donc, il me voit rester ferme du haut de mes 22 ans et du coup, à une semaine du mariage, il m'appelle parce qu'il ne voulait pas du tout venir. Il me dit non, tu peux vivre en concubinage avec lui d'abord. Pourquoi tu veux te marier tôt? Je lui dis non, je vais rester en conformité avec la parole de Dieu et on se marie. Voilà. Mais il y avait un certain doute dans mon cœur. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si mon père ne vient pas, sachant que ma mère n'avait pas pu venir, si mon père ne vient pas, je ne me marie pas. Tu te débrouilles, je veux que mon père soit là. Bon, même si c'est pas que la grande sœur aînée de ma mère a pu être là, mais bon, c'est pas pareil. Mais je voulais que mon père soit là. Donc, à une semaine du mariage, il vient, il dit, c'est pas grave, c'est ma fille. Et puis, voilà, il vient. Et donc, il vient, il est logé, du coup, chez Isaga. Et du coup, il arrive, il est vraiment surpris parce qu'il n'a pas du tout cette image des Sénégalais, de Maliens, du boutiquier, du coin de rue, de chez nous. Et il voit qu'il habite dans un très bon quartier, qu'il a un bon travail, qu'il gagne bien sa vie. Et là, je pense qu'il voilà, c'est redescendu que voilà, sa fille ne va pas n'importe où. Et donc, même après le mariage, au moment où il devait maintenant repartir, voilà, à Paris, vadrouiller, parce qu'on était encore à Rennes. Donc, il nous bénit, il nous donne même encore de l'argent, en plus de ce qu'il avait déjà apporté des cotisations de la famille, il nous donne encore de l'argent. Voilà, restez bien, vraiment des paroles de bénédiction d'un père. Donc, ça, c'est déjà pour commencer. Et ça m'a vraiment, je me suis dit, ah, Seigneur, vraiment merci. Et je veux vraiment déjà encourager quelqu'un. Quand tu veux te marier, c'est vrai qu'au départ, les parents peuvent ne pas forcément être d'accord, mais ne va pas dans une attitude, non, moi, Dieu m'a parlé, il faut que je me marie. Je suis allée, j'assumais mon choix, mais je ne suis pas allée dans la confrontation avec mon père. Je restais, en même temps, je priais, je disais, c'est tellement important pour moi que papa soit là, Seigneur, fais quelque chose. Et donc, voilà, ça a été fait. Maintenant, de ça, c'est plus pour lui. Maintenant, de mon côté, donc, on se marie, donc, il n'y a personne de sa famille parce qu'il y a ce passif-là musulman ils l'ont renié, du moins pendant un temps, du fait qu'il est
accepté le Seigneur Jésus. Et donc, on a fait, je crois, 2 ans ou 3 ans de mariage sans avoir vraiment de contact avec eux. Or, ils sont juste là à Paris. Et un jour, tout le temps, je lui mettais la pression. Et même mon père me mettait la pression parce qu'il me disait que, mais moi, j'ai pas vu de personne de ta belle famille. Ben, moi, si un jour il y a un problème, je me retourne vers qui? Je me retourne vers qui? Et j'étais là, moi aussi, ça m'inquiétait, même si je ne laissais pas trop transparaître, ça m'inquiétait, mais les choses ne sont pas faites, en fait, comme ça devrait être fait. Et c'est moi que quand je tombe enceinte des Liel et que j'accouche, ben là, je dis qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille voir ton père, il faut qu'on aille voir tes soeurs, parce que son père est là. Donc, il faut qu'on aille. Et du coup, c'est comme ça qu'on va. On arrive à Paris, c'était un peu froid les premières fois, je ne vous cache pas. Et son père nous a pendant longtemps rabâché ça, mais Isaga, pourquoi? Même s'ils parlaient dans leur langue, il y avait des choses que je comprenais. C'était avant la naissance de Léliel. Donc, un peu avant la naissance. La première fois, c'était avant sa naissance. Voilà. Donc, il nous a quand même bien rabâché, mais surtout plus à lui, parce que moi, comme je suis l'étrangère, donc, pour le moment, il ne me considère pas encore trop. C'était plus à son fils, voilà, mais pourquoi déjà tu es devenu chrétien, la honte dans la famille, tu m'as jeté vraiment l'opprobre. Ouais, parce que chez nous, les Peuls, excuse-moi, oui, on est vraiment conservateurs. Hein. On est conservateurs et le mariage, par exemple, chez nous, c'est le Peul, il se marie avec un Peul, en fait. Vous voyez, le Peul se marie avec un Peul. Un Peul ne se marie pas avec même une autre ethnie du Sénégal. Hein. Par exemple, on a les Sérères, on a les Diola, on a les Wolof, etc., etc. Mais un Peul se marie avec un Peul. C'est la règle. Et dans sa famille. Et dans sa famille également. Parmi les membres de sa famille, que ce soit un cousin, une cousine un peu lointaine, des trucs comme ça. Voilà. Et après, il n'y a pas que les Peuls. Hein. Je sais qu'au Sénégal, la majorité des ethnies aussi, on est tous conservateurs. Hein. Les Wolofs se marient généralement avec des Wolofs. Il peut avoir des... je sais pas ce qui s'est passé. Désolé. Désolé. Je sais pas, il y a un truc qui s'est affiché là. Oui, je disais que en fait, la majorité des ethnies au Sénégal, les ethnies sont conservatrices et un Wolof se marie avec un Wolof, un Sérère se marie avec un Sérère. Même si on peut voir de temps en temps du mixage entre les deux, mais la majorité du temps, c'est ça. Donc, le Peul se marie avec le Peul le jour où un Peul se marie avec une autre ethnie, déjà avec un Wolof. Déjà, on commence à parler un tout petit peu. Mais en plus, quand il s'agit de quelqu'un qui vient vraiment d'une autre culture totalement différente de l'Afrique de l'Ouest, de deux, la personne n'est pas musulmane, c'est pas notre culture, etc., etc. C'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est comme ça, un peu dans ce contexte-là. Et donc, on va, et puis, donc, quand on est parti, je lui ai dit, ben, on se fait petit, et vraiment, on va juste écouter tout ce qu'il va dire. Donc, il a parlé, il a dit des choses parfois blessantes aussi. Et eux, en fait, eux, ils parlent que le Peul. Donc, moi, déjà, j'arrive, je suis pas, on appelle la langue, c'est le poulard. Donc, j'arrive, je comprends rien. Donc, mais je sens quand même que dans ce qu'il dit, c'est chaud, c'est compliqué. Et donc, et malgré ça, je lui ai dit, donc, après encore la naissance d'Eliel, on est parti encore pour un peu comme la présenter et ce qu'on a fait aussi pour apaiser les choses et rentrer un peu plus dans leur sens, c'est qu'on lui a donné un prénom musulman, mais qui n'est pas dans l'acte de naissance. Donc là-bas, elle s'appelle Mariam. Donc Mariam Diallo, qui est le même prénom que sa grande sœur. Et comme par hasard, moi, je m'appelle Myriam. Et donc, et c'est un peu les mêmes prénoms, c'est les dérivés. Et donc, quand son père m'avait demandé, mais toi, tu t'appelles comment? J'avais dit Myriam, il dit Myriam, c'est comme ma fille aînée, donc la grande sœur d'Islaga. Et donc, quand je me dis, ah, vraiment, merci Seigneur, ça, voilà. Et donc, voilà, donc à chaque fois, donc on va, dernièrement, on est parti, c'était en septembre, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans la culture d'Islaga, contrairement à ce qu'on Jean-Marc disait, c'est que même nous au Gabon, je pense pas que ce soit vraiment comme ça. En fait, sa sœur partait en vacances, elle retournait en vacances au Sénégal, la grande sœur d'Isaga, sa grande sœur aînée, et puis toute la famille est venue.
En fait, j'étais étonnée. Les gens défilaient, mais la personne, elle repart juste en vacances, mais les gens défilaient à la maison et lui donnaient l'argent. Oui, quand tu pars là-bas, et ça m'a beaucoup, je me suis dit, waouh, c'est une culture, vraiment, les gens sont solidaires, très solidaires entre eux. Et Dieu a permis aussi qu'entre-temps, en fait, le mari de sa sœur, il vivait au Gabon. Et donc, il est parti voir mon père. Et donc là, je pense que ça a encore fait que mon père était encore, et comme son beau-frère là, il est très gentil, donc il allait souvent voir mon père le dimanche, voilà, il allait à la maison de salut, et donc ça, mon père m'appelait à chaque fois, oui, voilà, ton beau-frère là, il est venu me rendre visite, et moi je dis, oh, Seigneur, que vraiment, en fait, voilà, au moins il sait, il a une figure de la famille toute proche en plus, pas éloignée, une famille proche, qu'il a pu voir. Et après, Dieu a permis aussi qu'en décembre 2019, mon père vienne. Et après, il a voulu aller saluer sa famille. Donc, on est parti. Bon, son père était déjà rentré au Sénégal. Donc, il a pu voir sa grande sœur aînée et sa petite sœur. Donc, au moins, voilà, on est resté là. Même si on se disait pas grand-chose. Mais au moins, il les a vus. Même si c'était quoi, en 2019, donc 6 ans après de notre mariage, 5 ans après. Donc, voilà, en fait, un peu pour les rapports avec la belle famille. Et voilà, on continue d'aller. La dernière fois, il y avait le baptême de la fille de sa petite sœur. Donc, on est parti, vraiment, on a assisté. Donc, les belles sœurs sont là. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. On a préparé les tchèpes, les bistap, les mafés, tout ça. Et on avait vraiment, et puis, on était toutes belles. On était vraiment, même personne ne m'a reconnue. J'avais des habillons en sénégalaise, vraiment, voilà. Et donc, un peu pour la belle famille, c'est un peu ça. Et je pense que Eliel aussi, le fait qu'elle soit venue, ça a beaucoup joué. Parce qu'il n'a pas beaucoup de petits-enfants, en fait, son papa. Ils sont que 3 maintenant. Oui, 3. Voilà, 3 petits-enfants. Et donc, quand il a vu sa petite fille encore, vraiment, il a beaucoup aimé. Il l'embête beaucoup. Donc, ça a vraiment beaucoup aussi apaisé les choses, si je peux dire ça comme ça. Et pour l'éducation, ben, comme Jean-Marc et Jennifer, et comme pour nous tous, hein, ben, là-bas, c'est la parole de Dieu. Et puis, ben, on se prend pas trop la tête aussi, hein. Là, il est à 5 ans maintenant, je commence à l'envoyer, elle dit, voilà, va arranger ta chambre. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai menacé que maintenant, bientôt, tu vas commencer à balayer, là. Parce que si toi, quand on va arriver au Sénégal, si tu sais rien faire, c'est moi qu'on va regarder. Donc, vraiment, tu vas commencer à balayer, tu vas commencer un peu à venir m'aider à faire le riz, voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Et puis, comme elle est aussi volontaire, donc donc ça se passe bien. Souvent, elle est volontaire. C'est pas tout le temps. Donc, des fois, il faut un peu la menacer. Donc, voilà, il y a un peu ça. Et puis, c'est vrai que aussi par rapport j'avais un peu ce cliché-là aussi du fait que oui, quand on est un couple chrétien, surtout nous aussi, avec le fait qu'on soit pasteur, donc tu te dis que mais il faut forcément un culte avec l'enfant, un culte familial. Mais nous, je ne le cache pas qu'on ne le fait pas souvent. C'est vrai que, parce que par manque de temps aussi, on a des occupations dans le ministère, notre vie professionnelle et tout ça. Mais le Saint-Esprit m'a conduit à faire certaines choses par rapport à Eliel. Quand je vois que quand elle revient de l'école, elle commence à dire des paroles qui ne sont pas correctes. Non seulement, je lui fais clairement comprendre que non seulement non, mais aussi à la maison, je mets aussi une atmosphère aussi de louange, d'adoration. Donc, elle écoute aussi des chants où Jésus est élevé. Mais pour équilibrer, je mets aussi d'autres choses. Je mets parfois des choses de notre culture. Parfois, je lui montre des choses de chez eux. Ouais, souvent, elle aime, la plupart du temps, elle aime quand on lui montre des trucs de la culture africaine, que ce soit de la culture au Gabon, congolaise ou même du Sénégal, en fait. C'est des trucs qu'elle aime. Hein. Par exemple, je me rappelle que quand on est parti, à chaque fois, en fait, qu'on part voir mes parents donc en Île-de-France, là-bas, elle revient avec des habits en pagne. Elle revient avec des habits en pagne. C'est quoi encore la qualité là? C'est du voilà, avec du basin justement. Elle revient avec des habits en basin riche. Et en fait, c'est des trucs. En fait, on a remarqué que elle aime beaucoup porter ces genres de. C'est une bressaille. Ah, arrête ça. Voilà, on a remarqué qu'elle aimait beaucoup porter ces genres de tenues
on voit en tout cas à chaque fois aussi souvent quand on est au téléphone avec nos parents, elle veut toujours parler avec eux, etc. quoi. Elle s'intéresse en tout cas, elle-même elle fait un effort. Voilà, elle a vraiment cette envie-là d'aller voir. Souvent on lui dit bon, on va t'envoyer au Gabon ou bien on va t'envoyer au Sénégal. Elle dit oui. En tout cas, voilà. Donc, c'est un peu ça pour elle. Et puis, comme je disais, donc, quand il y a des choses qui... voilà, parce qu'il faut aussi équilibrer. Hein. C'est pas mauvais pour moi, en tout cas, ce que je dis, c'est pas mauvais de faire écouter à ses enfants des choses de notre culture, même si c'est pas chrétien. C'est pas mauvais. Donc, c'est... parce que quand ils iront chez nos parents, ben, il y aura pas des choses chrétiennes. Et il faut pas qu'ils soient aussi trop, voilà, perdus. Donc, des fois, je lui fais écouter choses, pas des trucs bizarres, mais des petites choses de notre culture, même des petits trucs où on danse, parfois des trucs de jazzé, je lui fais écouter ça, vite fait, quoi. Donc, outre la louange, l'adoration, oui, c'est bien, mais voilà, pour qu'elle ne soit pas aussi, voilà, et puis, pour équilibrer encore une fois de plus, vu qu'elle n'aime pas trop quand on fait les cultes familiaux, et puis après, nous aussi, comme je disais tantôt, par manque de temps, on ne le fait pas trop. Donc, souvent, avant de dormir, et elle aime beaucoup ça. Donc, non seulement, des fois, on peut prier avec elle, mais je lui fais déclarer la parole de Dieu. Je lui dis, répète ça après moi. Oui, je suis une fille intelligente. Je suis une fille intelligente. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je ne connaîtrai pas une adolescence bizarre. Je ne connaîtrai pas. Donc, déjà, très tôt, je lui fais répéter, je lui fais confesser la parole de Dieu. Et puis, elle aime ça. Donc, voilà, on l'a fait grandir, on ne lui impose pas les choses parce que c'est vrai que on va dire, oui, encore les enfants de pasteur, on fait grandir que seulement avec les choses de la Bible et après, elle va être tellement saoulée. Donc, on essaie vraiment d'équilibrer, surtout, en fait, surtout, voilà, pour qu'elle se sente bien aussi. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire. Ok, Carl, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, et sinon, on a terminé. Hein. Si ce n'est bénir le Seigneur parce que c'est beaucoup de choses qui ont été dites très importantes. Hein. Moi, ce que je retiens déjà, c'est la notion d'équilibre. L'équilibre au niveau de l'éducation des enfants. Hein, il y a deux cultures différentes. Parfois 4, 8, on voit bien que chez Isaga, il y a 4 nationalités. Il faut apporter ça à l'enfant. Donc, c'est l'équilibre, ne pas imposer à l'enfant, ne pas aussi aller un peu trop d'un côté. Question d'équilibre. Voilà. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Voilà. Si tu n'as rien à rajouter, Lee Junior, moi je voudrais bien ajouter quelques passages bibliques, si tu n'as rien à rajouter. Pour que chaque couple dise en 1 minute, enfin la question c'est comment faire pour réussir son couple. Donc c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, donc et puis donc il faut une dernière phrase quand même pour comment faire pour réussir son couple lorsque nous sommes ici de deux cultures différentes. Voilà. Donc, notamment après les passages bibliques que tu vas donner. Donc, voilà. Ok, merci. Donc, j'ai deux passages bibliques. Le premier, c'est 2 Corinthiens 6, verset 14. Je pense que vous le connaissez déjà également. Alors, il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. J'ai également un passage dans Malachie 2, verset 2. Il est écrit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai votre bénédiction. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Alors,
comme petite synthèse par rapport à ces deux passages, on comprend bien que la Bible n'interdit pas les mariages mixtes. C'est pas interdit dans la Bible. Et la seule condition qui est mentionnée dans la Bible, c'est que les deux conjoints doivent être des enfants de Dieu. Parce que si l'un est païen, l'autre incroyant, un croyant et chrétien, généralement, le chrétien a tendance à aller vers l'incroyant et à faire ses pratiques. Voilà pourquoi on dit souvent à nos sœurs, même si vous aimez un frère, même si vous pensez que c'est le bon, ne dites pas que voilà, avec le temps, il va se convertir. Attendez d'abord que vraiment vous êtes sur la même longueur dans ce niveau-là. Et voilà. Et notamment, on est tous descendants d'Adam et Ève. Donc, dans la Bible, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. On est tous descendants d'Adam et Ève. Et voilà, tout ce qui s'est passé, la nouvelle naissance, tout ça. Donc, voilà. Si je peux faire une synthèse rapide de ce que j'ai pu lire là maintenant. Donc, il n'y a pas plusieurs races dans la Bible, une seule race. On est tous descendants d'Adam et Ève. Et la seule condition, c'est d'être enfant de Dieu, s'assurer que son partenaire, son futur partenaire est enfant de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Ok, merci M. Magambou. Voilà. Pour cette fois, je vais donner la parole aux hommes, pas aux femmes, sinon on ne va pas finir maintenant. Donc, donc, un dernier mot pour la fin, pour nous dire en quelques, voilà, comment faire pour réussir son cours en étant issu des cultures différentes. Et déjà, merci pour votre apport. Vraiment, ça a été une grande utilité. Je crois que ce soir, beaucoup de personnes qui nous ont écoutés seront vraiment bénies. Hein? Moi, j'ai appris. Hein? Mon épouse, tout à l'heure, me disait qu'il faut qu'on parle par rapport à l'affaire que tu refuses que l'enfant puisse parler l'enfant. Parce que chez moi, j'ai dit, pas de langue franche chez moi. J'ai une petite dent contre les pans. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, un dernier mot pour la fin. Et voilà, je vais quand même encore présenter, c'est vrai qu'on l'a pas fait au début. Donc Jennifer Giraud, elle a une page Facebook et un compte Instagram. Donc c'est pour l'amour de monde. Donc pour les personnes qui veulent la retrouver, ils vont sur Facebook et Instagram, ils tapent pour l'amour des membres. Et voilà. Donc, vous allez voir tout ce qui se passe, tout ce qu'elle écrit. Voilà, elle parle de beaucoup de choses de la vie courante. Et puis, voilà. Et Betty Diallo, elle a une page Facebook aussi, Instagram aussi. C'est Betty Diallo. Voilà. Donc, voilà, là-bas, il y a beaucoup de sujets qu'elle a parlé, elle a évoqué. Donc, en allant, vous allez vous retrouver dans certains de ses écrits. Donc, Jean-Marc, un dernier mot? Et ton ressenti par rapport à la réunion de ce soir? Bah, la réunion de ce soir, elle est très enrichissante parce que on voit, en fait, on découvre encore d'autres cultures et d'autres façons de voir les choses. Donc, au-delà simplement de la différence de culture dans un couple, on voit aussi d'autres couples qui ont encore d'autres cultures encore différentes. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'en fait, ça nous permet aussi de nous ouvrir au monde et d'ouvrir nos yeux un petit peu à tout ce qu'il y a dans le monde. Si on reste chacun chez soi, entre guillemets, dans sa culture, dans son ethnie, dans son pays, et qu'on ne voit pas un peu ce qui se passe ailleurs, et ben, au final, on a des œillères et on reste un petit peu fermé et un peu hostile à ce qui peut exister dans le monde. Et le monde est tellement riche de cultures qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et je dirais que pour la question de réussir son couple, en fait, c'est de ne pas avoir peur des choses inconnues. Pour moi, ça peut être pour la différence de culture, mais ça peut aussi être pour la différence d'âge, ça peut être pour plein d'autres facteurs où des gens peuvent être freinés et se dire « Ah ouais, mais quand même, il y a des stéréotypes, des choses. Ah bah non, on peut pas être avec quelqu'un, il est trop âgé, il est trop jeune, elle est trop âgée, elle est trop jeune. » Ou même simplement, c'est un Européen, une Européenne, un Africain, une Africaine. Il faut pas s'arrêter à ça. Il faut être prêt justement à casser un petit peu ces choses qu'on nous apprend depuis tout petit, mais un peu implicitement, un peu notre culture. Il faut apprendre à aller au-delà et ne pas avoir peur de ça, ne pas avoir peur aussi des gens qui peuvent vous regarder en vous disant oui, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais et tout. Il faut être prêt à sauter le pas, prendre des risques parfois, mais tout en étant
tout en étant clair, en communiquant et en étant honnête avec nous-mêmes. Et il n'y a rien qui peut arrêter des gens qui s'aiment, pour moi. Donc, à partir du moment où des gens s'aiment et ont envie de bâtir quelque chose ensemble de façon sérieuse, dans les plans de Dieu, il n'y a rien qui peut arrêter des gens comme ça. À partir du moment où ils mettent Dieu au centre de leur vie, à partir du moment où ils se décident d'avancer selon les règles de la parole, que ça soit des Asiatiques, des Africains, des Européens, des Américains, il n'y a aucune limite, des gens qui sont vieux, des gens qui sont jeunes. À partir du moment où leur couple est centré autour de Dieu, il n'y a rien qui peut les arrêter. Donc moi, je pense que c'est ça la chose importante à retenir, c'est que le plus important, c'est d'être dans cette même vision, de regarder vers Dieu ensemble, et après le reste, c'est que du détail en fait. C'est des choses qui se règlent ensemble, on communique ensemble et puis on règle les soucis les uns après les autres, et puis c'est même pas important. C'est juste des choses à régler, et puis après les choses sont belles, et puis les choses avancent pour le mieux. Ça parle comme les femmes, hein? N'importe quoi. En tout cas, ouais, merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup. Et on va passer la parole maintenant à Pasteur Isaga. Oui, merci en tout cas pour cette invitation encore. Ouais, ce qui ressort, c'est vraiment que en fait, on est tous différents, hein. On est vraiment tous différents. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment la diversité que Dieu a voulu créer, et c'est vraiment formidable en fait. Ce qu'il a voulu créer comme ça, c'est que on est tous différents. On peut même être de la même ethnie, mais avoir vraiment des différences. Et ça, je pense que c'est vraiment une richesse que Dieu a voulu créer, et c'est superbe. Alors rapidement, en fait, pour moi, je dirais que la chose qu'il faudrait faire en fait pour réussir son mariage, ou tout simplement comment réussir son mariage, moi je dirais tout d'abord, le mariage en fait c'est déjà une institution qui a été créée par Dieu. Donc la première des choses pour moi ce serait de baser en fait sa relation, de baser son mariage, son couple vraiment sur Dieu en fait. Il faut qu'on soit basé sur Dieu, sur sa parole. Il faut qu'on soit basé sur sa volonté en fait. Dès la base, il faut que le couple vraiment soit construit avec la volonté de Dieu, et qu'il soit construit par la parole de Dieu en fait. Pour moi, c'est la base et c'est le plus important. Si un couple n'est pas construit dessus, il risque plus facilement de tomber que dans le cas contraire. Moi, je dirais que vraiment là, c'est le premier point le plus important. Ensuite, on sait, voilà, on se cache pas, on est tous mariés, voilà, on est 4 couples de mariés. On sait que, voilà, on a des différences, on a des préférences. Souvent, l'autre, il y a un qui aime le bleu, l'autre le noir, mais bon, voilà. Pour moi, il faut faire des concessions, et faut savoir, se plier, faut savoir se plier, faut savoir s'humilier de temps en temps Aussi. Et une des choses aussi qui est extrêmement importante, c'est que il faut se renouveler en fait. Faut renouveler en fait ce qui tient au couple. Faut savoir renouveler certaines choses. Pour ne pas que ce soit toujours monotone. Et une dernière chose aussi, hein, pour ajouter, c'est qu'il faut cultiver aussi l'amour. Il faut que l'amour soit cultivé, en fait. L'amour, ça se cultive. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et encore, merci beaucoup pour l'invitation. On est toujours honoré de recevoir vraiment votre invitation. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup au couple Isaga et au couple Giro pour le temps que vous avez mis à part, pour ce moment qui a été riche en enseignements, riche en conseils, riche en sagesse. Vraiment, on espère que tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été dit durant ces moments
vont aider un couple ou un futur couple. Et savoir que le fait que qu'il y ait des différences au niveau de la race ou au niveau des cultures ne doit pas être un obstacle par rapport au plan que Dieu a pour chacun de nous, par rapport au plan que Dieu a aux différents couples que nous sommes. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Et merci encore à chacun de vous pour votre participation. Et on espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.